est moins grand. Moi, je pense que oui, surtout à cause du souci de l'équité. Mhm. Donc, je pense que la pandémie a forcé un peu l'enseignement en ligne, la formule commodale et tout ça. Et ça va être difficile pour beaucoup d'étudiants de revenir parce qu'ils ont découvert comme tous les avantages que ça peut poser l'enseignement en ligne ou la formule commodale, par exemple. Surtout les parents d'étudiants, aussi, comme tu l'as mentionné, les étudiants étrangers, mais il y a aussi d'autres types d'étudiants qui ont bénéficié de certains avantages de la formule commodale et l'enseignement en ligne à distance. Et à distance, oui. Oui, oui, plusieurs personnes en ont bénéficié, mais la pandémie nous a fait découvrir également que tout le monde ne sait pas utiliser la technologie. Ouais. Ouais, parce que on s'est rendu compte il y a des étudiants, par exemple, qui ont échoué à leur cours ou qui ont abandonné, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais juste parce qu'ils ne maîtrisent pas la technologie. Ils ne savent pas comment accéder aux bonnes informations. Ils ne savent pas comment manipuler certains outils. Donc, je pense que pour adapter cette formule, il faut également préparer les étudiants à ça, peut-être avoir des tutoriels pour permettre à un étudiant qui est au Bénin, qui est au Sénégal, qui découvre pour la première fois la formule commodale ou qui découvre pour la première fois la formation en ligne, de savoir comment s'y prendre, quelles sont les étapes les plus importantes, comment accéder au portail et voilà pour accéder aux informations qui lui permettront de réussir, qui lui permettront de valider son cours. Oui, tout à fait. OK. Donc, Raoul, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à cette intervention? Euh, Est-ce que c'est vraiment en tant qu'enseignant ou beaucoup plus selon Les deux, mon expérience? les deux. Je dirais que le commodal ici met beaucoup l'accent sur la présence physique ou virtuelle de l'étudiant. Et qui dit présence dit distance. Mais quand on regarde un peu les écrits de Annie Gézigo, qui a pas mal travaillé sur présence, distance, proximité et tous ces éléments, on se rend compte qu'on va au-delà du physique ici. On va au-delà du physique. Je peux être physiquement présent, mais être très loin sur le plan cognitif, être très loin sur le plan culturel. Alors, comment est-ce que un enseignant peut-il mobiliser toutes ces différentes formes de distance qui peuvent exister dans une salle de classe, dans le cadre d'un cours, pour assurer l'équité expérientielle des étudiants qui s'y présentent? Alors, je me dis, on aborde magnifiquement bien le problème, mais c'est un aspect particulier qui nous amène à voir beaucoup de choses. Mais il y a comme d'autres aspects qui pourraient peut-être bonifier la chose pour aller chercher le côté vraiment, tout ce qui est cognitif au niveau de la présence et tout. Puis dans l'expérience, dans l'équité expérientielle, je me demande si est-ce que le choix des activités pédagogiques, que ce soit pour l'évaluation ou juste pour la formation, est-ce que le choix, cette diversité d'activités ne devrait pas être un élément à considérer pour assurer l'équité expérientielle des étudiants, sachant que certains étudiants peuvent avoir un penchant pour un certain type d'activité plutôt qu'un autre, mais des activités variées qui ont le même objectif. Est-ce que ce n'est pas une avenue pour comme bonifier, améliorer la qualité de l'expérience, de l'équité expérientielle des différents étudiants? Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup lu là-dessus, mais je me questionne. En fait, on dirait que nos idées se rejoignent un peu parce que quand je parle d'activités alternatives, tu vois, la diversité des activités pourrait rejoindre l'idée d'alternative. Par exemple, le fait de diversifier les activités, de permettre à tout un chacun de se voir, de se reconnaître dans le contenu enseigné, c'est vraiment important pour arriver à l'équité expérientielle.
le côté cognitif également. C'est vraiment important. C'est pourquoi je me dis le charme de cette formule, c'est le fait de ne pas juger le choix de l'étudiant. Par exemple, un étudiant qui se dit non, je n'ai pas envie de venir en classe physiquement, je reste chez moi. Je suis chez moi, mais le fait de suivre le cours en mode synchrone, ça ne me dit rien. Je préfère écouter l'enregistrement après. Il est libre, on ne le juge pas, on ne devrait pas le juger pour ces choix-là. Et c'est cette flexibilité même qui est mise en avant, qui devrait, je ne dirais pas qui est mise, mais qui devrait mise en avant dans la formule commodale. Parce qu'elle est là, dans la définition, on parle de flexibilité et tout, mais je vous le dis, les enseignants, dans leur discours, c'est comme s'ils condamnaient, entre guillemets, les étudiants qui ont choisi d'être à distance. Donc, même les enseignants n'ont pas encore intégré le fait que le choix soit libre, le choix soit délibéré. Je ne viens pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas grave, je reste chez moi. Donc, il y a quand même du travail à faire là-dessus, un travail de communication, mais aussi d'accompagnement des enseignants pour qu'ils comprennent, pour qu'ils adoptent les différentes valeurs de cette formule. Mais aussi les accompagner, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à la conception. Et tout ça, il faut qu'on les accompagne parce que c'est pas facile. Et avec la pandémie, on a vu les nombreuses difficultés que les enseignants dont les enseignants ont fait face. Donc, ce travail d'accompagnement et d'assistance est vraiment important pour qu'on puisse l'adopter. J'ai une question. Oui. Oui, tout d'abord, j'ai aimé le concept d'équité expérientielle quand j'ai vu ça hier sur le compte Twitter de Asnet. Parce qu'on échange beaucoup, toi et moi, sur ton travail, mais je pense que c'est la première fois que je vois ce concept-là. Je pense que tu tiens là un bon bout, OK, pour l'analyse de tes données. Et puis, ça peut donner une autre fracture à ton travail. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez documenté et puis qui peut être un bon point, OK, dans tes résultats. Maintenant, ma question, c'est comment tu comptes mesurer l'expérience des étudiants? Je veux tellement bien comprendre en raison de l'utilisation du mot équité. Parce que quand on dit équité, l'équité n'est pas l'égalité. Parce que l'étudiant qui te dit, j'ai juste besoin d'écouter les vidéos, ça me suffit. C'est différent de l'étudiant qui te dit que lui, il a besoin de tout voir, de lire le texte, de regarder les vidéos, de réaliser toutes les activités, etc., qui veut bien comprendre, qui est préoccupé à bien comprendre. Alors, c'est à chacun ce qu'il cherche, à chacun ce qui semble lui satisfaire. Mais comment tu comptes mesurer cette équité expérientielle ou bien cette expérience chez les différents étudiants? En fait, moi, dans ma recherche, dans une première étape, je n'ai pas encore pris en considération la partie étudiante. Donc, moi, en ce moment, je m'intéresse aux enseignants. Comment ils conçoivent la formule et quelles sont les stratégies qu'ils mettent vraiment en place pour favoriser cette équité-là dans leur conception. Est-ce que dans leur design, ils prévoient des activités qui permettent d'atteindre tout le monde dans le, comment dirais-je, quel que soit leur mode de participation. Donc, en ce moment, dans cette première phase, c'est là où j'en suis. OK. C'est bon ça, ok. Je trouve que ça, tout comme Lucienne, je crois que je prends trop de place. Hein. Donc, tout comme Lucienne, je suis d'accord avec cet élément-là. Moi aussi, c'est nouveau pour moi. J'avais jamais entendu parler de ça dans tes travaux depuis qu'on se connaît. Puis, là, tu abordes un élément particulier, c'est que tu regardes l'enseignant. Puis, je veux juste soulever un aspect. Je me demande, est-ce que les enseignants qui donnent leur cours, qui dispensent leur cours en mode commodal, en formule commodale, est-ce qu'ils ne vivent pas des situations conflictuelles au sein d'eux, en eux, qui les amènent parfois à faire des choix inconscients ou conscients? Par exemple, moi, si je suis un étudiant, je suis en présentiel, je suis en présentiel. Si je suis à distance, je suis à distance. Mais l'enseignant, il est en présentiel pour ceux qui sont en présentiel, il est à distance pour ceux qui sont à distance. Et tout ça
à la même seconde, la même minute, la même heure. Tout ça, ça se Ouais. passe dans son être. Ça l'envahit, lui qui vit ça. Il ne vit pas l'expérience à distance et l'expérience en présentiel séparée. Il vit ça seconde après seconde. Alors, moi, je me dis, ce serait magnifique de poser un regard pour comprendre tous ces conflits et comment ça les pousse comment ça influence le choix des activités qu'ils font pour assurer l'équité expérientielle des étudiants. Exact. Parce que si tu as un conflit au sein de toi entre la présence et la distance, la présence, je me dis, mais est-ce que tu ne deviens pas fou à un moment donné sans des savoir fois, même dans un cours en ligne ou présentiel, gérer des équipes qui travaillent dans une même salle, c'est déjà compliqué. Et ça pose un défi extraordinaire pour les professeurs, les enseignants, dans les cadres de la formule commodale, quoi. Ouais. Et pour répondre à votre question, je dirais que pour faire face ou pour atténuer ce va-et-vient intellectuel, c'est le gymnastique. Certains ont un assistant. Donc, mais c'est là le danger, j'y reviens. Ils ont un assistant, j'explique d'abord le rôle de l'assistant. On résout un problème en créant un autre, on dirait. Oui, parce que je m'en suis rendu compte dans leur discours et en analysant mes résultats, ils ont des assistants. L'assistant, il est là pour gérer la classe en mode synchrone. La classe en mode synchrone qui est là. Donc, l'enseignant, c'est comme s'il se déchargeait un peu parce qu'il a quelqu'un qui l'appuie dans la gestion de la classe en ligne. Vous voyez un peu? Ouais, donc, il y a certains enseignants, même il y a l'assistant qui est là, mais il n'oublie pas que j'ai une classe à distance qui est là. Des fois, il demande, est-ce que vous avez compris? Il demande à l'assistant comment dirais-je, de lui dire s'il y a des questions en ligne, s'il y a des interrogations, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont truc? Donc, le vrai rôle est là. Mais il y a un détournement, je me suis rendu compte qu'il y a un détournement de la fonction d'assistant. En lisant le chat, en analysant les échanges dans le chat, je me suis rendu compte que certains assistants, c'est comme si on avait une classe à l'intérieur d'une classe. Ce qui se faisait en ligne, oui, ça sortait dans le cadre de la présentation du cours. Il est là, il répondait par exemple à des questions comment dirais-je, pour résoudre un problème qu'on a eu en laboratoire. Oui, on m'a demandé en laboratoire, il y a eu telle chose, je n'ai pas compris comment ça se passe. Oui, l'enseignant vient de dire telle chose, le sujet, au lieu d'en débattre, au lieu de rester sur là, on tergiverse, on fait appel à d'autres sujets, on discute sur d'autres choses, ce qui nous éloigne un peu de ce qui se passe en classe. Et en demandant aux étudiants, que pensez-vous de l'assistant? Il y a un étudiant qui m'a dit, l'assistant, c'est comme le prof. Pour moi, l'assistant, c'est comme le prof, sauf qu'il ne prend pas la parole. Donc, les étudiants associent l'assistant au prof. Vous comprenez un peu? Donc, je me dis que même cet assistant-là, il vient en appui, mais il faudrait bien encadrer son rôle, encadrer son activité avant qu'on éloigne les étudiants en ligne de l'objectif principal. C'est comme si dans le cours, il y a deux profs. Voilà. Un prof en présentiel et un prof à distance. À distance. Voilà. Parce que dans les échanges, des fois, ils sortent. Et lui, au lieu de les encadrer, de leur dire, écoutez, on parle de ça, l'enseignant parle de telle chose, restons là. Non. Il voyage avec eux. Tu sais, Rocky, tu sais, et ça, ce que je veux te dire là, ça fait comme plusieurs mois que ça me trotte dans la tête. Tu sais, dans la littérature sur en formation à distance, on parle beaucoup plus de présence des étudiants à distance. Mais je pense qu'il est temps de poser la question de la présence même des enseignants à distance. Parce que là, par exemple, de ce que tu viens de nous expliquer, de nous rapporter, moi, au début, je comprenais l'équité expérientielle des étudiants en formation, en cours commodal. Mais ici, je pense qu'il convient de poser la question de l'équité expérientielle de l'enseignant lui-même. Quel est son niveau de présence avec les étudiants présents physiquement? Et quel est son niveau de présence avec les étudiants présents en ligne?
Et je dirais même, si je prends mon travail, quel est son niveau de proximité avec les étudiants en ligne? Oui, c'est avec les étudiants présents, physiquement. Oui, c'est un élément aussi, c'est un élément que j'analyse, que j'ai analysé j'analyse dans mes résultats, parce que compte tenu de ce qu'il il a cette stratégie, lui, qu'il met en place, c'est ça, je me dis que c'est ça et ça. Et moi, par rapport aux vidéos que j'ai et aux échanges que j'ai avec lui, j'ai ma propre opinion de la chose. Donc, ça fait partie de dans ma discussion et tout ça. Ce sont des éléments qui occupent vraiment une place importante dans la discussion les perspectives de recherche, oui, etc. dans les perspectives de recherche, ouais. Ce sont des éléments qui reviennent. Très intéressant. Oui. Bon, on a un peu excédé les temps, mais c'est pas grave, c'est quand même des échanges très intéressants. Mais bon, on est obligé de s'arrêter ici, mais vous pouvez continuer les échanges sur Twitter. Vous pouvez ajouter des commentaires, des ressources, des références si vous le désirez. N'hésitez pas à retweeter et répondre en utilisant les hashtags PhD Chatting et Groupe Thèse. Merci à vous tous. Merci, Rocky. Merci beaucoup, la team. À la prochaine. À la prochaine. Merci, Rocky. Belle présentation. Au revoir.